Un matin, Ethan et moi, on s'est levés. Quand Falcon et Ethan s'étaient levés ce matin-là, les affaires de Taylor étaient répandues partout sur le sol. Son sac était ouvert, son chargeur en était sorti, sa gourde sur le côté, et une grande bouteille d'eau vide, comme s'il avait rempli sa gourde. Mais elle était vide. Elle était vide et par terre, le tapis, lui, était humide. Son sac était sec, ses chaussures étaient boueuses, l'impression qu'il était parti à la va-vite. Son GSM n'était plus dans le sac, son chargeur était dans le sac, mais il était un petit peu à l'extérieur. La prise à l'intérieur, le câble qui dépassait. Son PC rangé dedans, comme s'il avait vite essayé de le prendre pour faire quelque chose, et ensuite essayé de le ranger vite fait. Il n'avait pas pris la peine de fermer son sac, mais avait pris la peine d'étaler ses vêtements, plutôt que de les plier. Il les avait laissés en boule. Un jeans, un jeans clair, un jeans clair délavé, un t-shirt blanc avec une barre noire, et un sweat blanc. Des baskets blanches sur le côté, dit Adidas. Il n'était plus là, mais avait laissé ses affaires telles quelles, au sol. On a regardé partout, dans la cuisine, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il n'avait pas pris la peine de se coiffer, de se laver les dents, ou alors même de rien faire. Il était parti. Il était parti et les clés de voiture qu'il laisse d'habitude toujours dans le même petit pot à clés, là où il y a mes clés de voiture à moi, là où il y a les clés de voiture de Ethan, n'y étaient plus. On a pris alors mes clés de voiture et nous sommes partis. Dans le garage, sa voiture n'était plus là non plus. Elle n'était plus à côté de celle de Ethan et elle n'était plus près de la mienne. On est resté là un instant, on s'est demandé où est-ce qu'il était pu aller, où est-ce qu'il avait pu passer. On s'est assis au sol, juste sur sa place de parking, en se demandant où irait Taylor, si tôt le matin, et où est-ce qu'il irait sans même nous prévenir. On s'est demandé on s'est demandé et on savait qu'il n'était pas du genre à cacher les choses, alors on s'est demandé plusieurs fois. Où pourrait-il aller comme ça, dans la précipitation? Où pourrait-il aller sans même nous prévenir ou nous réveiller? Ou même nous laisser une petite note, un petit mot? Ou sans même prévenir ma sœur ou ma mère? Où serait-il allé? Parce qu'on a demandé à ma mère et on a demandé à ma sœur, mais aucune n'avait été prévenue aussi, d'un départ aussi à la va-vite, d'un départ aussi explicite, aucune n'avait été prévenue. Alors nous avons mené l'enquête nous-mêmes. On est parti et on a cherché tous les endroits. Finalement, quand on est parti, j'avais pris son sac avec et dans son PC, pendant que moi je roulais les mains sur le volant, je t'ai demandé si tu trouvais des choses. Je t'avais demandé de fouiller dans son historique, voir si tu trouvais quelque chose, voir si tu trouvais un endroit, une destination, peut-être quelque chose qu'il avait programmé, ou même un mail qu'on lui avait envoyé. Que ça puisse être de moi, de toi, d'un ami, un ancien mail redécouvert, ou un endroit où il devait se rendre. Mais rien de tout ça n'avait été mis en évidence dans toutes les pages d'accueil. Rien de tout ça n'avait été trouvé. Alors j'ai pris la voiture, on s'est arrêté de nombreuses fois, voir où est-ce qu'il se serait hypothétiquement arrêté, mais j'ai roulé dans la nuit. J'ai roulé dans la nuit éclairé par les immeubles encore habités, éclairé par les immeubles, les habitations encore habitées, les appartements, les immeubles de bureaux, et les différents luminaires, les différentes enseignes la nuit. En plein milieu de la nuit, je roulais. En plein milieu de la ville, je roulais et j'avançais. Parfois lentement, parfois lentement dans la circulation, pour qu'on puisse regarder les personnes qui marchaient, les riverains, mais aucune personne ne ressemblait à Taylor qui marchait seul la nuit. Puis ce n'était pas de son genre de marcher seul la nuit. Généralement, quand il marchait seul la nuit, ou alors qu'il sortait, c'était toujours avec nous. Mais là, aucune trace de lui. Alors j'ai continué à démarrer. J'ai roulé un peu plus vite. Et dans la nuit, j'avais l'impression qu'il s'était perdu. Ou alors qu'il était parti à un endroit précis et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. On a continué à chercher. Et finalement, on s'est arrêté près du canal. Là où on a vu sa voiture,
les 2 portes avant ouvertes et les 4 clignotants allumés. Il était assis juste à côté, les jambes dans le vide, assis juste au bord du canal. Quand on est arrivé, j'ai arrêté la voiture, mais on a pris du temps avant d'ouvrir les portes. On l'a regardé et observé de loin. Il a simplement tourné la tête, mais il a directement reconnu ma voiture. Ça, je l'ai su quand il s'est levé et qu'il a appuyé et qu'il s'est mis un genou à terre en s'appuyant avec sa main sur le sol. En premier, on est allé chez Atalia, une amie à Taylor, parce qu'on savait qu'elle avait peut-être des informations. On savait pas où est-ce qu'il était parti un matin et ce n'était pas de son genre. Généralement, quand il partait le matin ou qu'il avait quelque chose à faire, il nous prévenait tout le temps. Il nous prévenait tout le temps et on a toqué chez Atalia. J'ai toqué 2 fois à sa porte et elle est arrivée. Elle est arrivée redressant ses cheveux vers l'arrière, des cheveux châtain clair, presque un petit peu blonds, avec des mèches un peu blondes. Elle nous a regardés et elle a dit « Venez, entrez » avec une coloration mauve au bout des cheveux, au bout de ses mèches de cheveux. Je l'ai regardée, Atalia elle avait l'air très sincère dans ce qu'elle disait et très passionnée du fait de tout ce qu'elle avait autour d'elle, des dessins, de la peinture. Elle avait l'air très passionnée d'être avec Taylor en fait, tout simplement. Tout simplement d'avoir vécu avec Taylor, d'avoir vécu son enfance avec lui. Elle avait l'air très passionnée avec lui. Elle avait l'air très, très épanouie. Partout partout dans sa cage d'escalier, et partout sur les murs, ou même sur les meubles, il y avait des photos de Taylor plus jeune. Et même moi qui ne l'avais pas connu aussi jeune, alors que je suis son petit copain, alors que je suis son amoureux, j'ai regardé les photos, et je ne l'avais pas connu aussi jeune. Je ne l'avais jamais connu avec un sourire aussi beau. Et j'ai regardé Atalia, qui le tenait bras dessus, bras dessous, sur une photo, ou alors encore où ils étaient à la mer. Et ils avaient tous les deux des lunettes énormes, style type des lunettes noires à la Kardashian, des lunettes de mouche comme on aime dire. J'ai regardé Atalia et je lui ai dit vous vous connaissez depuis longtemps. Atalia s'est assise, a soufflé et a dit oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps on se connaît. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle avait l'air contente, elle avait l'air enjouie. L'impression qu'on était en train d'arriver pour lui dire quelque chose de bon sur Taylor. D'un coup, j'ai eu envie de me taire et je n'ai pas eu envie de lui gâcher je n'ai pas eu envie de lui gâcher le fait qu'elle était toute enjouie et toute contente et qu'elle avait le sourire aux lèvres. Parce que je me suis dit, si je sors comme ça et que je lui dis Taylor a disparu, on ne sait pas où il est, elle va s'affoler et on va pas pouvoir avoir d'informations sur elle. On va pas pouvoir avoir des informations d'elle ou des informations de Taylor. Alors je me suis assis et j'ai dit non, non, c'est rien, viens, on y va. Et j'ai pris ta main. Finalement, tu m'as saisi par l'épaule et tu m'as dit non, viens, allez, on y va. Là, elle a commencé à se douter de quelque chose et elle nous a regardé en disant qu'est-ce qui se passe, les gars? Allez, asseyez-vous et dites-moi tout. Elle est arrivée et généralement, pour elle, boire un verre, se servir un verre de vin blanc, ça le relaxe tout le temps. Elle est arrivée et a posé 3 verres, s'en est servi un. Et dans le nôtre, elle nous a demandé si on voulait du vin ou si on voulait de l'eau. Je l'ai regardée, j'ai haussé les épaules et elle a dit ok, va pour du vin. Et elle nous en a mis juste un peu. On est resté là, on est resté là au moins 1 heure à essayer de détourner la conversation. À essayer de détourner la conversation. Et plus on essayait de détourner la conversation, moins on avait d'informations. Mais finalement, j'ai réussi à dire à Atalia. J'ai réussi à dire à Atalia, en avalant le reste de mon vin qu'il y avait dans le verre, je lui ai dit Taylor est parti ce matin, il a laissé ses affaires en plan et on ne sait pas où il est. Atalia nous a tout de suite regardé et nous a dit il faut qu'on parte le chercher. Et elle a pris tout de suite sa clé de voiture, son sac. Elle a mis sa veste en soulevant ses cheveux vers l'arrière pour les passer au-dessus de sa veste. Je l'ai regardé et j'ai dit Atalia, c'est exactement ce que Taylor a fait. Ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que t'as pas des informations? Où est-ce qu'il pourrait se trouver? Où est-ce qu'il pourrait aller? Est-ce qu'il a un endroit où il se réfugie tout seul? Un endroit où il ne dit jamais où il va? Parce qu'il nous confie tout. Et là, Atalia s'est retournée. Et plus les heures passaient, plus on avait l'impression qu'il faisait nuit, plus on avait l'impression la, que la lune apparaissait et que le soleil se couchait. Plus on avait l'impression qu'il faisait nuit, que la nuit arrivait de plus en plus lentement, plus on était inquiet.
Mais on restait ici, on stagnait. On se posait des questions sur Taylor. Taylor avait disparu, mais on voulait absolument le retrouver. Tout ça, ça s'était passé juste avant qu'on arrive au canal. On a finalement pris la voiture de Atalia, une Range Rover, et on est allé là-bas. On est allé au canal. Quand on est arrivé au canal, je me suis assis à côté de Taylor et je lui ai dit: Pourquoi tu es parti? En mettant ma main sur sa cuisse. Il a tourné la tête et m'a regardé. Il n'a rien dit sur le moment. Il s'est assis et il fixait l'eau. Il fixait l'eau, il fixait le courant qui était très léger, un courant qui s'affrontait. On pouvait voir qu'il y avait un courant et un contre-courant. J'étais à côté de lui et il faisait froid. J'ai pris ma veste sur mes épaules et je lui ai mis sur les siens. Je lui ai dit: Tiens. Il s'est mis près de moi. Enfin, je l'ai pris par l'épaule et je lui ai dit: Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Atalia était juste à côté, contre sa voiture, avec Ethan. Et moi, j'ai regardé Ethan. Je me suis retourné et je lui ai fait un signe, comme pour lui dire que tout allait bien. Et j'ai demandé à Taylor: Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Et je lui ai tendu mon bras. Quand je lui ai tendu mon bras, il a saisi mon poignet. Je l'ai relevé. Et je lui ai dit: Tu verras, tout va aller bien. On est rentré et je le dirigeais vers la voiture. Mais il y a cet immeuble qui est apparu. Il y a ce grand immeuble qui est apparu avec plusieurs appartements qui étaient illuminés. Plusieurs appartements illuminés, on voyait l'intérieur et les personnes bouger. Et d'autres appartements, eux, qui étaient éteints. Certaines personnes dans ce complexe devaient certainement déjà dormir. Il a tourné les yeux vers le bâtiment. Et finalement, en l'emmenant vers la voiture, il a continué à marcher. Pas vers la voiture, mais vers l'appartement. Il s'est arrêté à la limite de rentrer dans le complexe. À la limite de rentrer dans le complexe, sur le gazon, sur la pelouse, je l'ai regardé et je lui ai dit: Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit une seule chose: c'est là qu'habitait mon ancien ami. Comment ça, ton ancien ami? Atalia m'a regardé comme si elle savait quelque chose, et je lui ai dit: Atalia, il y a quelque chose que tu nous as pas dit? Atalia nous a regardé et a dit: Je voulais pas vous le dire, je voulais que ce soit vous, je voulais que ce soit vous qui, qu'il l'apprenne simplement de lui. Taylor s'est retourné et a tout expliqué dans la voiture. Dans la voiture, le silence était plat. Il n'était pas pesant, il était léger, mais il était plat. Il était constant. Et quand il avait fini de nous expliquer tout ça, je regardais le canal d'une manière complètement différente. J'ai mis les mains sur le volant et j'ai appuyé sur la pédale et nous sommes partis. Le complexe s'éloignait, tandis que Taylor jetait toujours un regard dessus, un regard fixe. Atalia était rentrée chez elle. Elle nous avait embrassés tous les trois. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Quand elle a pris le volant et que j'ai vu sa voiture s'éloigner, les phares rouges et les phares avant quand elle faisait la manœuvre, quand j'ai vu la voiture s'éloigner, je me suis retourné vers Taylor. Pas pour le juger, mais juste parce que sa manière d'avoir réagi était complètement légitime. Finalement, avec les affaires qu'il avait dans sa voiture à lui, on a aménagé sa voiture et la mienne pour pouvoir dormir dedans. Moi, j'ai dormi dans ma voiture et j'ai laissé le temps à Ethan de dormir avec Taylor. Taylor voulait dormir. Taylor voulait presque dormir seul, mais je lui ai dit qu'il devait dormir accompagné de quelqu'un. Ce qu'il avait fait là, c'était très dur. C'était comme s'infliger une souffrance. Alors finalement, il a dormi avec Ethan. Je ne lui ai pas imposé Ethan, mais Ethan comme moi, on trouvait que c'était la meilleure des solutions. Qu'il ne devait pas dormir seul, qu'il ne devait pas commencer à faire tourner ce schéma dans sa tête, qu'il commence à tourner en boucle comme une pellicule de cinéma. Alors je lui ai dit: Dors avec Ethan, j'irai dormir seul dans ma voiture. J'ai allongé le fauteuil à côté, j'ai allongé le siège à côté du siège conducteur et je me suis couché à l'avant. Quelques affaires de Taylor suffisaient. Quelques affaires de Taylor suffisaient à Taylor pour être à l'aise avec Ethan dans sa voiture. Et quelques affaires de Taylor le lendemain pour s'habiller me suffisaient à moi et suffisaient à Ethan. On était resté là un bon moment, et ensuite le lendemain, on a vu ce complexe
avec un petit centre commercial juste en bas pour les personnes qui y habitent. On y est resté un bon moment et il y avait une cafette sur le côté. On y est allé et je lui ai demandé, non pas de réouvrir ses blessures, mais de nous parler de son copain, une chose qu'il ne nous avait jamais encore dite. Alors il a commencé à nous en parler. Il a commencé à nous en parler et nous sommes restés là un bon moment. On a parcouru le complexe, on a regardé les bâtiments, jusqu'à ce qu'il nous montre celui de son ami, habité par un jeune homme brun, aux, che- aux cheveux bruns foncés. Il était occupé à faire quelque chose, seul, ça se voyait qu'il était seul, il n'était pas accompagné, la trentaine environ, mais il nous a montré l'appartement. Il nous a fait un signe dans la main, il nous avait un signe de la main de l'intérieur de son appartement, quand il nous a vus à l'extérieur, pointer du doigt la fenêtre de son appartement. On est resté là, dans le complexe, à marcher, et je voyais que ça faisait du bien, à Taylor, surtout quand je mettais ma main dans son dos, et que je la descendais, petit à petit, jusqu'au bas de son dos. Je voyais que de temps en temps, il regardait à gauche et à droite. Ça donnait l'impression qu'il revivait un peu, petit à petit, et que la blessure commençait à cicatriser. Taylor, tout jeune, encore il y a 10 ans de cela, était arrivé au bord du canal, avec son ancienne voiture, une voiture noire. Avec son ancienne voiture, une voiture noire, il venait d'arriver au bord du canal. Un corps avait été repêché, la civière sortant de l'eau, repêchant un corps dont la main dépassée un peu était toute grise et complètement rongée jusqu'à l'os. La chair faisait passer un courant d'air froid qui passait lui-même dans son dos, un courant d'air qu'il sentait dans son dos, mais sur le cadavre, très certainement mort, sur le cadavre mort depuis longtemps, passait à l'intérieur de la chair, rongée par les bestioles sous l'eau et rongée par les poissons sous l'eau, les parasites qui s'étaient accrochés à la peau de son ami. Sa main rongeait, la chair de son bras rongeait. Il pouvait sentir d'ici, sur son bras, le courant d'air froid qui rentrait à l'intérieur de la plaie ouverte sur le bras de son ami qui était mort. Il savait que c'était lui. Un détail lui rappelait que c'était lui. La bague que son ami portait, juste à son doigt. Une bague simple, pas une bague de mariage, mais une simple bague. Le corps avait été identifié. La police criminelle venait d'arriver. Un homme et une femme venaient d'arriver. Ils venaient d'arriver sur les lieux. Un légiste qui était en train de prendre des photos. Et plusieurs autres personnes qui prenaient des photos du cadavre, fermé ou alors ouvert. Il n'a pas pu voir son visage et on l'a empêché de rentrer. Il essayait de rentrer et de se débattre. Il entendait encore dans sa tête aujourd'hui. Taylor nous raconte qu'il entend encore les bandes jaunes qui étaient en train de voler dans le vent, juste quand il se débattait, qu'il sentait encore la pression sur sa poitrine des hommes de la police qui faisaient pression sur lui pour ne pas qu'il rentre et pour ne pas qu'il voie le visage du cadavre de son ami. Plein de voitures de police avec une bande bleue et avec un insigne jaune, une couronne, un insigne de police jaune, et une bande blanche autour, étaient arrivées, avec une bande blanche tout le long de la voiture. Ces voitures de police étaient arrivées, avec le capot qui était noir, et le reste de la voiture qui était gris. Elles sont arrivées avec une sorte de pare-choc à l'avant, une grille à l'avant, qui, qui était en train de renforcer le pare-choc de la voiture. Les phares allumés, ces 3 voitures de police, ou bien plus, 5 ou 6 voitures sont restées autour du cadavre. Une ambulance est arrivée, et une voiture noire de la morgue, une voiture mortuaire, est arrivée et a pris le cadavre. Il voulait le voir une dernière fois, et a supplié les agents de le laisser passer. Il n'a pas pu toucher son bras, n'a pas pu faire de dernier adieu, et n'a pas pu dire au revoir au cadavre. Il est rentré et les portes se sont fermées. Ce claquement de porte métallique de la grande camionnette mortuaire noire, avec l'insigne et le nom
et le nom de la morgue dans laquelle il serait emmené résonnera toujours dans sa tête. Et puis le moteur qui démarrait, et les voitures qui s'éloignaient. Sa déposition qui a été prise par l'agent en question. Sa déposition qui a été prise par l'agent en question. Les quelques questions qu'on lui avait posées, et le moment où il a repris sa voiture pour rentrer chez lui. Tous ces sons résonneront toujours dans sa tête. Mais ça, c'était il y a maintenant 10 ans de cela. Taylor l'avait demandé, donc on est allé voir l'appartement. Il l'avait demandé et il ne voulait plus aller voir le complexe de l'extérieur, mais l'appartement de l'intérieur. Peut-être que pour lui, marcher dans les couloirs, ça lui faisait quelque chose. Une sorte de reconnexion avec son ami. Un moment, on s'est assis tous les trois dans les couloirs, et puis dans l'escalier, à l'intérieur du complexe. Je lui ai demandé comment s'appelait son ami, et il m'a dit qu'il s'appelait Mathias. En me disant qu'il s'appelait Mathias, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de déjà entendre cette histoire. Ou alors peut-être qu'au fond de moi, je voulais l'entendre. C'est pour ça que j'avais cette impression. Il m'a parlé de Mathias longtemps. Longtemps, il m'a parlé de Mathias et il m'a dit comment il était, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils faisaient et comment ils s'étaient rencontrés. Je n'avais aucun problème que Mathias était vraiment très très proche de lui. Je n'avais aucun problème. Mathias était très très proche de lui, presque comme un amoureux, mais il pouvait entièrement se confier à lui. C'était quelque part une sorte d'ami, mais auquel il passait son temps avec lui. Il dormait avec lui, ils échangeaient leurs fringues, leurs vêtements. Parfois même, ils s'embrassaient sur la bouche, ou alors ils s'embrassaient sans même avoir de honte. Mais c'était un ami, rien de plus, pas un amoureux. Ils se tenaient la main dans les rues, ils se faisaient confiance mutuellement, mais le jour où il est mort, Taylor a été dévasté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il essaye de vivre sa vie pleinement. Ce n'est pas une forme, c'est son tempérament, si, mais depuis ce jour. C'est son tempérament, si, mais depuis ce jour. Simplement qu'aujourd'hui, il vit sa vie pleinement, à 100%. J'ai toujours cru qu'il était comme ça naturellement, mais il faut croire que parfois on ne connaît pas assez les gens. On est arrivé devant un appartement, devant un numéro, et il a regardé ce numéro et m'a dit « C'est ici ». Une personne a ouvert et nous a demandé si on voulait rentrer. On est rentré, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Juste le temps de faire le tour de l'appartement et de lui expliquer pourquoi. Ensuite, on est directement reparti, et le temps de boire un verre avec lui aussi, et de le remercier. Une fois dans la voiture, je lui ai demandé si ça lui faisait du bien. Encore une fois, il est resté silencieux, m'a répondu oui. Il m'a embrassé et m'a répondu oui. Tout près de mon visage, il m'a regardé. Et il m'a dit que oui, ça lui a fait du bien. Plus que de rester en train de tourner autour du complexe et de chercher l'appartement de son ami. On est resté dans son appartement, et je l'ai regardé et je lui ai dit « Comment est-ce que vous vous appelez ?» Il m'a regardé et m'a dit « Mandy ». On a bu, on a parlé, il nous a servi un verre. Et une fois que maintenant je savais comment il s'appelait, Mandy, je lui ai quand même demandé Mandy avec un M ou Andy. Il m'a regardé et a dit Mandy. Je l'ai regardé et je lui ai dit d'accord. J'avais plus l'impression que vous vous appelez Andrew, ou j'avais plus l'impression que vous portez un autre nom, style Chris. Un nom court, quelque chose comme ça. Il m'a regardé avec des yeux un peu comme si il voulait me dire quelque chose, mais je sentais que ce que j'avais dit n'était pas quelque chose qu'il fallait dire aux gens. Je voyais qu'il me regardait un peu avec des yeux suspicieux, voire même un peu fâché, mais très légèrement. C'était très tamisé, c'était très tamisé, c'était très discret. Et là, j'ai vu Ethan qui m'a regardé avec les mêmes yeux, comme pour me dire, on dit pas ce genre de choses. Et j'ai dit, ok, excusez-moi, c'est mon côté curieux qui ressort. J'ai haussé les épaules, et peut-être que cette impression, cette posture, lui a fait tout de suite changer ses positions. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas grave,
Je m'appelle Mendy. Je lui ai demandé depuis quand il vivait ici. Et finalement, il a fini par me dire ce qu'il fallait qu'il dise. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Depuis quand vous vivez ici? Quel âge vous avez? Ou est-ce que vous vivez vraiment seul? En fait, je voulais simplement ouvrir le terrain pour Taylor. Taylor s'est avancé, j'ai mis ma main sur son épaule. Ethan l'a regardé. Ethan l'a regardé et a dit, en fait, en se penchant un petit peu sur le côté, il a dit, en fait, on a quelques questions. Juste, pas des questions à propos de vous, mais c'est pour notre copain. Ici. C'est pour Taylor. Taylor s'est avancé et s'est présenté. Il a mis sa main en avant et a dit qu'il s'appelait Taylor. Ils se sont tous les deux serrés la main et il a commencé à parler. Il a commencé à parler de son ami, Mathias, qui était mort. Tout de suite, Mendy lui a dit qu'il connaissait cette tragédie, que oui, effectivement, il y avait un adolescent qui était mort ici, qui était mort ici il y a des années. Mais ça va maintenant faire 10 ou 11 ans qu'il est mort. Il était au courant de ça et il nous a emmenés dans un petit endroit. Un endroit derrière le complexe. Une toute petite cathédrale qui avait été faite en son honneur. Quand il nous a emmenés là-bas, dans cette toute petite cathédrale qui avait été faite en son honneur, il y avait une photo, une cierge et une petite statue de la Sainte, une petite statue de la Vierge. Une statue de la Vierge Marie et à l'intérieur, quelques petites chaises pour s'asseoir. Quelques chaises pour s'asseoir. Ce n'était pas quelque chose de grandiose, c'était juste une petite cierge rouge et à côté, une autre cierge rouge qui avait déjà un peu fondu. Et juste à côté des deux cierges rouges, une photo de lui. Elle n'était pas encadrée, elle était déposée, à même le socle sur lequel était la statue de la Vierge. Et on est resté là. On a laissé Taylor un instant seul. Et quand on est parti, je lui ai demandé dans la voiture, tu ignorais que cet endroit avait été érigé pour lui? Et il l'ignorait complètement. Il ne le savait pas. Mendy lui a dit, si tu veux, tu peux revenir quand tu veux. Penche-toi en avant. J'ai regardé Mendy et je lui ai dit, pourquoi ça? Il a posé un papier sur mon dos et a écrit son numéro de téléphone. Il me l'a donné et je l'ai donné à Taylor. Quand il m'a dit, appelle-moi quand tu veux et reviens avec ton ami quand t'as envie, si vous avez des questions. Je l'ai donné à Taylor, qui l'a plié et mis dans sa poche. Il a regardé Mendy et lui a fait un signe. Prenant le volant, cette fois-ci c'était lui qui voulait conduire. Alors nous sommes partis. Comme si on avait, comme si on avait un passe-partout pour venir ici, quand on voulait. C'était lui. C'était Mendy, notre passe-partout. Il connaissait l'endroit, savait qu'on avait érigé un endroit pour lui, pour Mathias, et maintenant, on pouvait l'appeler quand on voulait. On s'était fait une sorte d'amis pour pouvoir réparer une cicatrice. Quand on est rentré à New York, je n'ai pas voulu rentrer tout de suite à l'appartement. Je me suis dit que cela étoufferait. Tout de suite Taylor. Alors j'ai regardé Taylor, qui était les mains sur le volant, et je lui ai dit, ne rentre pas à l'appartement. Trouve un bar où on va se poser, où on va se mettre à l'aise, tous les trois. On va se mettre tranquille dans un bar. Trouve un bar, celui que tu veux. Je lui ai souri, il m'a regardé les mains sur le volant. Concentré sur la route, il a continué. S'est arrêté et s'est parqué. J'ai regardé à droite et à gauche quand je suis sorti, tenant la main de Ethan. Je lui ai dit, dans quel bar tu nous as emmenés? Taylor nous a regardés et a dit, venez, suivez-moi, marchant juste devant nous. Il nous a emmenés dans un bar de nuit qui servait des cocktails. Il y avait une femme qui avait commandé un cocktail et je l'ai regardé. Son cocktail était blanc, avec une olive, une fleur blanche elle aussi, et de la vapeur qui sortait tout autour du verre. Avec un shaker, la barmaid avec des cheveux rouges et roses et des cheveux blonds était en train de shaker et de faire un cocktail, versant de la glace pilée et ensuite déposant une paille. Elle l'a fait glisser le long du bar, déposant un liquide sur le bar et faisant flamber le tout. Elle avait simplement utilisé ça
pour faire glisser. Elle avait simplement utilisé ça pour faire joli, et ensuite pour faire glisser le verre. L'homme de l'autre côté l'a rattrapé, et a bu. Ça avait l'air extraordinaire, presque comme dans un rêve. On est resté là toute la soirée, jusqu'à ce que le bar nous dise de nous en aller. Et on a parlé de Mathias. On a parlé de Mathias, de comment il était. C'est plutôt que Ethan et moi, on a laissé la parole à Taylor. Taylor parlait, racontait ce qu'il avait sur le cœur, un peu comme s'il déposait les mots sur une pierre qui pouvait être soit tombale, soit une pierre qui pouvait ériger un empire. Et il parlait, et nous on l'écoutait. De temps en temps, on plaçait un mot ou deux comme il devait être magique pour toi. Il devait être très important. Des choses, des choses qui paraissent nunuches et et qu'on a l'impression d'entendre un peu partout, comme dans les séries TV. Mais ces choses le rassuraient, ça se voyait à son visage. Ça lui faisait du bien. Et à la sortie, finalement, le bar a fermé et nous a demandé de partir. Quand on est rentré à l'appartement, il s'est couché près de moi. Tout de suite, j'ai à peine eu le temps de retirer mon t-shirt et de me coucher. Je me suis couché en jeans, je n'avais pas le courage de retirer mes vêtements. J'ai à peine eu le temps de retirer mon t-shirt, de m'allonger près de Nara, près de mon chien, qu'il est tout de suite venu se coucher près de moi. Ethan, lui, à son tour, est allé dans la chambre, nous a souhaité bonne nuit en parlant à travers la porte. Je lui ai demandé si ça ne lui faisait rien que je reste cette nuit avec Taylor. Et il m'a dit non, pas du tout. J'ai entrouvert la porte pour le regarder. Je voyais ses yeux briller, qui brillaient dans le noir, quand il m'a dit que ça ne lui faisait rien du tout. J'arrivais à lire à l'intérieur des gens, comme dans un livre ouvert. Alors j'ai quand même pensé que ça lui faisait quelque chose. Mais ce soir-là, je suis resté dans ma chambre, avec Taylor, et nous avons dormi ensemble. Le lendemain, assis sur le fauteuil, j'ai été parler à Ethan, et je lui ai dit est-ce que ça ne t'a vraiment rien fait quand tu nous as laissés tous les deux? Il m'a regardé, a d'abord regardé la fenêtre, comme une tentative d'évitement. Mais le temps a passé, et finalement cette cicatrice a disparu. Ce besoin d'être avec l'un ou l'autre a finalement fini par s'estomper, puis par clairement disparaître. On est rentré, on n'est pas rentré à l'appartement, mais on est allé chez Taylor. Une fois qu'on était à l'appartement, j'ai tout de suite dit à Taylor le matin, tu veux qu'on aille chez toi? Et il m'a regardé. Il m'a regardé, mais son visage expliquait tout. Ses yeux, sa posture, la manière de se tenir et de me regarder, la manière de respirer, et les battements de son cœur que je pouvais sentir quand je le tenais contre moi. Finalement, quand je l'ai embrassé et que je l'ai tenu contre moi, j'ai pu sentir au battement de son cœur que tout voulait dire oui, même sans dire un mot. Alors on y est allé. Quand on est arrivé chez lui, j'ai vu ses parents, je leur ai serré la main. Comme d'habitude, on a pris un verre ensemble, ça n'a pas duré plus de deux- ça n'a pas duré plus de quelques minutes, et ensuite on est monté. Taylor s'est effondré sur son lit. Il ne s'est pas effondré en pleurs, mais s'est effondré. Il s'est couché en arrière. Je me suis mis près de lui, face à lui. Je lui ai tenu la main, le bout des doigts, et je l'ai regardé, en lui demandant comment est-ce qu'il se sentait. Je lui ai demandé pourquoi je lui ai demandé comment est-ce qu'il se sentait, parce qu'on était chez lui et qu'on n'était plus chez moi. Même s'il avait l'habitude de venir à l'appartement, chez lui c'était autre chose, une autre vibration, une autre forme d'énergie. Pas une énergie à laquelle il avait dû s'habituer, mais une énergie qu'il connaissait depuis tout petit. Une énergie qu'il connaissait depuis que c'était arrivé. Alors une fois arrivé là-bas, je lui ai demandé comment est-ce que tu te sens. Il m'a répondu différent, est allé sur la terrasse et a regardé partout autour de lui. Différent comment, je lui ai demandé. On est resté sur la terrasse et il s'est assis. Il n'a rien expliqué, mais la réponse différent me suffisait, parce que ça approuvait ce que je pensais, et ce que je pensais être le mieux, et ce que je pensais être sûr. Que chez moi, c'est une énergie différente, dont il doit s'adapter, dont il a dû s'adapter, et que chez lui, c'est une énergie qu'il connaît. Un sentiment de réconfort, comme une énorme chrysalide de soie, et des draps de son lit qui l'enveloppent. Alors, différent,
Cette simple réponse, ce simple mot, appuyait simplement ce que je pensais être vrai et bon pour lui. Tous dans le salon, nous, on était juste là pour pouvoir accompagner Taylor. Taylor était en train de parler à ses parents. Sa mère qui avait sa main dans ses cheveux et qui caressait ses cheveux légèrement, qui caressait sa tête et passait ses mains sur son visage. Moi, dans ma tête, je pensais arrêtez, vous l'étouffez. Parce qu'il, parce que quand même, il a vécu une expérience douloureuse. Alors je voyais sa mère passer doucement ses mains sur son visage et passer sa main sur ses cheveux, sur sa tête. Et ensuite, je vois son père arriver, se mettre près de lui sur un fauteuil, en face du fauteuil sur lequel il se trouvait avec sa mère. Et je me disais, arrêtez, arrêtez cette composition familiale, vous l'étouffez. Mais je me suis dit, c'est ses parents. Il doit se sentir en confiance. Et il leur parlait. De l'autre côté, il y avait Ethan, appuyé sur le fauteuil, préoccupé à regarder son pied et à faire bouger ses baskets, circulairement à faire bouger l'avant de son pied. Je le regardais, préoccupé et surtout avec un regard alerte et très attentif à ce qui se passait. Il ne disait rien, il était silencieux, et de temps en temps me jetait un petit regard, mais rien de plus. J'adorais ce regard qu'il me lançait, un regard furtif, silencieux mais très naturel. Alors nous étions là, dans le salon, uniquement pour accompagner Taylor. Une fois qu'il avait fini de parler et qu'il ne voulait plus parler, ses parents ont totalement compris. Ils l'ont regardé, sa mère a retiré sa main sa mère a retiré sa main de son dos et puis de son cou et lui a dit je comprends. Monte, monte dans ta chambre, si tu veux. Ou alors reste dans le salon. Il est monté et on l'a suivi. On s'est arrêté derrière lui, dans l'escalier, en lui disant est-ce que tu veux qu'on te suive? Il nous a regardé et a incliné la tête. Il a incliné la tête juste vraiment pour nous dire oui. Juste en inclinant un peu la tête, il a dit oui. Et on l'a suivi. Une fois arrivé dans la chambre, je lui ai tout de suite demandé comment il se sentait. Mais il voulait tirer un trait là-dessus et ne plus en parler. Alors, je n'ai peut-être pas eu de réponse à ma question. Mais au fond de moi, je me disais bien. Je ne voulais pas répondre à sa place, mais je me disais qu'il se sentait bien. Assis sur le lit avec lui et avec Ethan, on a passé la soirée dans sa chambre. Arrivé au cimetière, l'ambiance était lourde, pesante, mais légère en même temps. Les portes fermées. La maison qui avait, la maison qui était juste à côté, pour la personne qui surveillait le cimetière. Une tombe érigée devant la maison. Et les deux portes qui étaient enchaînées par le cadenas. On a frappé à la porte de la maison qui donnait vers l'arrière. On a frappé à la porte de la maison du cimetière, sur la porte qui donnait vers l'arrière, à l'extérieur du cimetière. Finalement, un homme est sorti. Un vieil homme, avec de vieux vêtements et une vieille casquette. L'intérieur de sa maison sentait le vieux bois. Sa maison sentait le vieux bois ciré, les vieux meubles. Comme quand on rentre chez un marchand d'antiquités. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez nous ouvrir le cimetière ?» Il nous a répondu qu'il n'ouvrait qu'il n'ouvrait qu'après 9 heures. On est arrivé, il était évidemment un petit peu plus tôt que prévu, et je lui ai dit « S'il vous plaît, vous pouvez nous ouvrir, c'est pour aller voir quelqu'un d'important. » Il a tourné la tête et a haussé les épaules en disant « Tout le monde est important ici. » Je lui ai répondu, en regardant Taylor « Non, pas tout le monde. » Je me suis avancé et j'ai dit « Moi je déteste mon père. Moi je déteste mon père. Donc pas tout le monde est important. Il y a des gens qu'on aimerait bien qui crèvent. Et ici c'est très important. Important pour lui. » Et là j'ai mis ma main dans le dos de Taylor. Il m'a regardé, m'a fait un sourire, et finalement, il a défait le cadenas, a tiré la chaîne, et nous a ouvert le cimetière un peu plus tôt que prévu. Il est tout de suite allé voir sa tombe. Il n'a rien déposé, juste sa main sur la photo de la tombe, là où il y avait une photo de Mathias.
J'ai regardé Mathias dans la petite photo qu'il y avait toujours sur la pierre tombale, en dessous des années entre lesquelles il a vécu, entre lesquelles et lesquelles il a vécu, et son nom et son autre famille. Là, j'ai regardé Taylor à genoux, et j'ai dit à Ethan, viens, viens, on part. Ethan m'a suivi, en me demandant pourquoi il nous a jamais parlé de ce genre de choses. Je sais pas, mais on est allé à la maison. On est allé à la maison mortuaire sur le côté, là où il y a tous les pots de cendres des personnes qui ont été incinérées, et des petits vases avec des roses rouges qu'on vient de déposer. Et chaque petite épitaphe, blanc, avec les années dessus, et le nom des personnes. Parfois, on retire la photo, parfois on la met. Ou parfois, tout l'épitaphe a été effacé. Nous étions assis dans les couloirs, et on parlait tous les deux de pourquoi est-ce qu'il nous a jamais évoqué ça. C'est ce genre de truc très compliqué. Et crois-moi, je m'y connais. J'ai dit, j'ai regardé Ethan en lui disant ça. Et crois-moi, je m'y connais. Avec mon père. Bon, c'est différent, lui, je ne l'aime pas. Mais je comprends. Ethan a regardé dehors. Il s'était relevé et tourné entre les tombes, silencieusement. On est allé le rejoindre. On lui a demandé si tout allait bien. On a quitté le cimetière, remercié le monsieur. Et il a fermé les portes derrière nous, qu'il a réouvert plus tard. Je me suis dit, au moment où on a parqué la voiture dans le garage, il devait être en train d'ouvrir les portes du cimetière, pour que les autres personnes rendent visite à leurs défunts. On est revenu le lendemain, et on a marché ensemble dans la forêt. On n'est pas allé au cimetière, on a traversé le cimetière. On a marché dans la forêt, jusqu'à s'enfoncer tout au fond dans les sentiers. On marchait l'un à côté de l'autre, silencieusement. Le silence pesait, et on avait l'impression tout simplement de parler en silence. Nos pas, les grincements des arbres, de l'écorce qui se défaisait, ou alors des arbres qui parfois bougeaient légèrement, impossible à vue d'œil, mais on sentait qu'ils bougeaient, et les grincements qu'ils faisaient, les bruits naturels qu'ils faisaient à cause des racines qui étaient enfoncées dans le sol, l'écorce qui, sur le bois, était en train de bouger, de se craqueler. En hauteur, les branches qui se touchaient les unes contre les autres, les feuilles qui se caressaient, qui se touchaient, elles aussi, faisaient ce bruit, qui communiquait un langage entre nous, qui n'était que émotionnel par rapport à des touchés de mains, des mains que l'on serrait, ou alors des mains passées dans le dos, sur l'épaule, ou alors des regards discrets, et vite fait. Mais ce n'était qu'un simple regard, une simple caresse, ou marcher à trois, bras dessus, bras dessous, qui évoquait ce qu'on pensait ou ce qu'on avait envie de dire. Tout passait par le regard, et tout passait par le toucher. Tout passait par nos manières. Et on avançait et marchait en forêt, en silence, jusqu'à ce qu'on fasse le tour de la forêt sans même le savoir, et qu'on rejoigne la voiture. J'étais allé voir ma mère, alors oui, on n'y croit peut-être pas, mais j'ai été voir ma mère, et je lui ai dit, ok, il me faut quelque chose pour pouvoir ériger quelque chose. Il me faut quelque chose pour pouvoir ériger un petit hommage à quelqu'un qui est mort. Une bougie? Ma mère m'a regardé et a dit une bougie, c'est ça que tu veux. Je lui ai dit oui, tu as beaucoup de bougies, alors j'en voudrais une. Une petite, pas une grande. Elle m'a regardé et elle m'a dit t'inquiète, je sais ce que tu veux. Tu vas pas prendre les grandes que j'ai avec 4 mèches qui sont lourdes et que je mets par terre. Tu vas pas prendre les toutes grandes avec 5 mèches ou avec 6 mèches que je mets dans la maison un peu partout mais sans les allumer, juste décoratives. Toi, tu veux celle-ci. Et elle me l'a mise en main. Une toute petite. J'ai pris mon briquet à gaz en main, j'ai pris mon briquet à huile en main, et, et je suis arrivé à côté de Taylor. J'ai regardé Taylor et j'ai dit, ça, je le fais pour toi. Je suis arrivé près de lui, j'ai dit ça, je le fais pour toi.
Je le fais pour toi, ou plutôt j'ai levé les yeux, et là j'ai regardé et j'ai dit, ça je le fais pour Mathias. Je lui ai mis en main la bougie, et je lui ai mis mon briquet à huile en main. Et je lui ai dit, va la déposer sur le bureau là près de la fenêtre. Si tu veux, ouvre la fenêtre et allume-la. Allume la bougie. Comme ça, Mathias, il brûlera, il éclairera la chambre avec nous. Il éclairera la chambre avec nous. Il brûlera et il sera présent. On n'aura qu'à dire que les mouvements de la flamme, ce sera Mathias qui te fait des signes. J'ai essayé de voir les choses comme ça, parce que clairement je n'y croyais pas. Mais je savais que avoir un tout petit peu de croyance pour pouvoir imaginer des choses comme celle-ci, style du paradis, ou que les gens sont toujours avec nous après la mort. Ce ne serait pas croire un instant ou trahir mes principes de foi, mais simplement me dire, voilà, je laisse une chance à Mathias, pour qu'il soit près de toi. Et j'ai donné la bougie, en silence. Après avoir dit ça, j'ai donné la bougie en silence à Taylor. Taylor m'a remercié, a allumé la bougie et s'est mis près de la fenêtre. Ensuite, il est revenu près de moi. Et il m'a demandé pourquoi je faisais ça, parce que je n'y croyais même pas. J'ai haussé les épaules et j'ai dit, pour quelqu'un qui est mort, et quelqu'un qui le valait certainement bien, je peux trahir mes principes de foi de 2 minutes, 2 minutes seulement. Je peux bien trahir mes principes de foi pour quelqu'un qui le valait certainement bien, qui valait d'être entendu, d'être écouté et d'être vu. Il m'a regardé, il m'a dit merci, m'a embrassé. Et la bougie, finalement, un soir, ce soir-là, la bougie, finalement, il s'est levé à 1h40 du matin et il est allé étouffer la flamme. Il a soufflé la flamme et en soufflant la flamme, quelque chose de prodigieux s'est passé. La fumée s'est envolée, un peu plus loin, comme si la flamme partait et s'élevait vers le ciel. Il m'a raconté ça le lendemain matin et je lui ai dit, en haussant les épaules et en silence, c'est que Mathias devait être avec nous, réellement. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux qu'à ce moment-là, tout avait pris sens. Je me suis souvenu d'une petite église, d'un petit bâtiment religieux qui flottait juste au bord de l'eau. Il était dans la forêt, pas très loin. Il n'était pas près du cimetière, mais dans une forêt un peu éloignée. Alors là, je me suis souvenu de ce bâtiment. Et j'ai dit, Taylor, viens. Non, ne réveille pas Ethan. Ethan est resté là. Et je suis parti avec Taylor. Je lui ai dit, non, je lui ai dit, j'ai juste envie d'être avec toi. 2 minutes, juste avec toi. Un instant, pour une journée. Il m'a regardé et a dit, ok. Il a fermé la porte derrière Ethan. Ethan a certainement dû se réveiller au bout de quelques heures après. On est arrivé devant le bâtiment. Et je lui ai dit, voilà. Ici, tu peux voir à quel point tu peux te recueillir seul. Et entendre l'eau sous tes pieds, ça m'a toujours fait du bien. Ça m'a toujours fait du bien. Moi, j'ai eu un deuil différent à faire que le tien, l'abandon. Mais quand je me suis recueilli ici et que j'ai trouvé cette mini-église flottante, quand j'ai trouvé cette mini-église flottante en bois qui flotte au large de ce lac, silencieux, sentir l'eau en dessous de mes pieds et être dans un endroit religieux, mais qui n'est pas sacralisé, ça m'a fait énormément de bien. Alors je t'invite à faire pareil. Concentre-toi, ferme les yeux si tu as envie. Si tu ne veux pas parler de Mathias, que tu veux juste y penser, tu verras, ça fait du bien. Et on est resté là un moment, jusqu'à ce qu'il ait terminé et qu'il me demande de refaire demi-tour, de reprendre le volant et de partir. Je lui ai laissé les clés et je me suis dit que conduire le défoulerait un peu et le ferait oublier la mort de Mathias. Et c'était le cas. Je voyais dans ses yeux, concentré sur la route et concentré sur sa manœuvre pour partir de la forêt,
en conduisant dans les sentiers écartés, qu'il se sentait beaucoup mieux au volant que du côté passager. Le lendemain, on a fait la même chose, et on est retourné au canal, avec la voiture de Taylor. C'était Taylor qui en avait eu l'idée. Je sais pas si c'était cet endroit non sacralisé qui lui avait donné l'idée de retourner, pour qu'on retourne ensemble, et que cette fois-ci, ce soit lui qui nous montre ce que ça faisait de s'asseoir au bord d'un canal et de réfléchir, sans réfléchir à quelque chose de particulier, mais simplement de regarder l'eau et de penser, ou alors même de laisser ses pensées se vider, disparaître, ou alors même avoir d'autres idées qui viennent. Mais écoutez la circulation au-dessus de nous et écoutez l'eau juste devant nous, qui coulait lentement, car c'était un canal grand, long, étroit, qui arrivait jusqu'à un barrage. On entendait les écluses se fermer et s'ouvrir et se gorger d'eau, et on était là avec lui. On a fait la même chose que lorsqu'on l'a retrouvé. Et ça n'a duré que quelques minutes, mais finalement, j'ai eu cette même impression qu'il m'avait décrit quand il m'avait dit de m'asseoir. Tu verras, c'est comme être enfermé dans une bulle. Sentir la circulation au-dessus de toi, les écluses se gorger d'eau, le canal qui va lentement. C'est comme si le temps s'arrêtait et que tu te retrouvais enfermé dans une bulle hors du temps. Et c'était clairement ça. Ethan, par contre, je ne sais pas ce qu'il ressentait. Il m'a regardé à plusieurs reprises et a regardé l'eau. Et finalement, au bout d'un moment, s'est concentré. Il ne s'est pas concentré, mais a fixé l'eau, comme moi. Son regard était très naturel, et je me suis dit qu'il devait ressentir la même expérience. Et de la même intensité, je me suis dit qu'il devait ressentir la même chose que moi et Taylor. Ensuite, nous sommes repartis. On n'est pas resté là longtemps, juste peut-être 30 ou 15 minutes. Une de mes amies nous avait invités à une soirée sous le pont de Brooklyn, juste à son pied, près de l'eau, encore une fois. C'était une soirée très ambiancée, avec de la musique, avec de la musique qui était sur des baffles. Il n'y avait pas de DJ, où il n'y avait pas de personne qui s'occupait de la musique. Juste mon ami, avec son baffle, qui avait choisi cet endroit pour faire une soirée. Il y avait beaucoup de personnes que je connaissais. Mais je me suis dit que peut-être se fondre dans la foule, essayer d'autres expériences, des expériences qui ne sont pas des expériences de rappel du passé. Des expériences qui sont justement des expériences du présent, devaient peut-être, comme cet endroit non sacralisé, changer les idées à Taylor. Et c'est ce qui s'est passé, il m'a regardé et il se sentait bien. Sous le pont de Brooklyn, le pont était énormément grand devant nous. Il prenait énormément de place. L'impression qu'on se sentait tout petit. Ce qui s'est passé pendant longtemps. Pendant qu'on essayait de faire les choses pour Taylor. Pendant qu'on essayait de faire les choses pour Taylor, on se sentait parfois tout petit, parfois impuissant. Mais c'est quand on se sent impuissant que plus tard, on réussit à trouver un moyen de se sentir puissant et de trouver un moyen de guérir la personne qu'on veut guérir. Et c'était cette même impression. On regardait le pont de Brooklyn, qui était de plus en plus grand quand on le quittait des yeux et qu'on revenait au bord. La fête a duré plus de quelques heures, jusqu'à ce qu'elle s'arrête très tard la nuit. Mais ça, je l'ai su quand on était rentré beaucoup plus tôt et que mon ami m'a envoyé à minuit un message. La fête est finie, on est en train de tout ranger, de tout balayer. Avec un PS, merci d'être venu. J'ai fermé mon GSM, je n'ai pas fait attention et je suis resté près de Taylor. J'ai été le rejoindre dans la chambre d'amis. Ethan, et je lui ai dit qu'il pouvait prendre mon lit, dormir dessus avec Nara. Et je lui ai dit que j'allais rejoindre Taylor dans la chambre d'amis. Il avait besoin d'un moment seul, après avoir quitté cet état de perte et avoir retrouvé le monde moderne. Je lui ai demandé comment ça allait, comme j'avais fait chez lui, et il m'a dit plutôt bien. L'impression de retrouver le monde moderne et le présent, plutôt que de rester figé dans le passé. C'était une bonne chose pour lui. Je l'ai regardé avec un sourire.
Pour lui, pour lui, je pense bien qu'il avait compris, que ça expliquait que j'étais content, que ce que je voulais faire était parvenu à son but. Taylor, cette nuit-là, alors que je dormais contre lui, avec mon bras sur son ventre. Cette nuit-là, il s'est réveillé d'un souvenir traumatique, l'impression de m'expliquer tout et de respirer fort. J'ai mis ma main sur son ventre et je lui ai dit « Respire, voilà, voilà ». Et on s'est appuyé contre le lit. J'ai dit « Viens te mettre à côté de moi, viens t'appuyer contre le lit ». Je lui ai dit de fixer devant lui, de fixer la baie vitrée, de ne pas lâcher les rideaux, qui étaient légèrement bruns et transparents. L'intérieur de la chambre, noir. Je lui ai dit « Respire, voilà, respire, lentement, plus lentement, lentement, contrôle, respire ». Et il est resté près de moi. Finalement, j'ai changé de bras, mon bras qui était dans son dos, parce que j'ai vu que ma prothèse était appuyée dans son bras. Je me suis dit que sentir quelque chose de métallique et froid ne devait pas être si rassurant que ça. J'ai mis mon autre bras et je l'ai regardé. Et je lui ai dit « C'est mieux? Tu te sens bien? Tu veux raconter ce qui s'est passé ?» Il m'a regardé et a dit « Non ». Il a grimpé sur le lit, s'est couché près de Ethan et je me suis couché près de lui. Je lui ai demandé s'il en était sûr. Il m'a fait un signe de la tête et il m'a dit « Oui, j'en suis sûr ». Finalement, il s'est tourné. Il s'est tourné vers Ethan et il a dormi. J'ai passé la couverture au-dessus de son épaule. Une voix à l'intérieur de moi me disait « Essaye de... » Une voix à l'intérieur de moi me disait « Essaye de comprendre ce qui s'est passé. Essaye de comprendre. » Et ça a commencé à m'obséder toute la nuit. Et je me suis endormi vers 2h, 3h du matin. Je n'ai dormi que 3 heures, mais en fin de compte, ça allait. Je le laissais. J'essayais d'étouffer cette voix qui me disait « Essaye de comprendre. Essaye de savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et ce dont il a rêvé. » Cette voix, je l'étouffais. J'essayais de la faire disparaître. Je ne faisais pas semblant. Je faisais disparaître quelque chose qui pouvait me nuire. Me nuire à lui et peut-être même faire en sorte que je l'étouffe. Eh bien, j'essayais d'étouffer cette voix pour que ça n'arrive pas. Le lendemain matin, on est allé dehors et on a gardé la fenêtre ouverte. Ethan est resté à côté de Taylor et je suis arrivé après. Je me suis levé, j'ai rabattu simplement la couverture en arrière. J'ai regardé le lit. J'ai pris mon GSM. J'ai déchargé le GSM de Ethan et celui de Taylor. Je les ai retirés de leur chargeur. J'ai pris le mien que j'ai glissé dans ma poche et leurs deux GSM. Je leur ai donné. Je leur ai donné un peu comme une distraction pour parler d'autre chose. Et on est resté assis là. On est resté assis là, devant la maison. La porte grande ouverte. La porte coulissante grande ouverte sur la fenêtre. Les deux grandes fenêtres ouvertes qui étaient des portes coulissantes. Les rideaux bruns qui étaient en train de voler au vent. Moi, j'étais assis à côté d'eux. Et je ne me posais qu'une seule question. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Taylor, lui, le sourire aux lèvres, les yeux pétillants, la tête un peu relevée, qui regardait le ciel. J'avais l'impression que tout était guéri, que tout avait disparu. Ethan, les épaules un peu baissées, les mains à côté de lui, sur le bois de la terrasse. Moi qui m'étais assis à côté de Ethan et qui regardais Taylor, qui avait l'air complètement guéri. Alors je me suis dit, voilà, c'est certainement ça qui prouve que maintenant c'est terminé. Oui, je veux bien comprendre que les parents de Taylor étaient inquiets, mais ils avaient qu'à m'appeler. On avait disparu pendant quelques jours, ok, on était arrivés et on était venus. Après on a disparu pendant quelques jours, sans rien dire. Je me suis dit que Taylor ne voulait pas parler à ses parents. Il ne voulait pas les appeler ou ne voulait pas avoir de nouvelles d'eux. Quand on est rentré, ils étaient inquiets et ont pris Taylor par les bras. Je leur ai dit que c'était pas trop le moment là, je me suis mis entre eux deux et je n'avais honte de rien. Je protégeais Taylor
Je protégeais Taylor. Ses parents aussi, ils étaient inquiets. Mais j'ai été tout leur expliquer dans la cuisine, qu'on était parti. Et que, comme il avait tout expliqué, on était parti, on avait pris un peu l'air. On était allé faire quelques petites choses ensemble, des choses qu'on n'a pas expliquées. Et des choses que Taylor ne veut certainement pas vous expliquer. Enfin, je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai essayé de les rassurer. Je les ai rassurés et puis on est monté dans sa chambre. Il a défait la plainte d'un mur et a rapporté une petite boîte noire sur son lit. Je lui ai demandé ce que c'était, et sans rien dire, il a levé la tête, m'a regardé, a ouvert le coffre, le petit coffre, et il a sorti des photos de son copain, Mathias, et des photos de son ami qu'on était allé voir. Son ami qu'on était allé voir, Attila. Son ami qu'on était allé voir, Attila, et d'autres amis qu'on a vus de lui, étaient sur ces photos. Il y avait Mathias et lui. Et toutes ces photos, il les dispersait sur son lit, comme pour nous les donner ou les mettre en main, pour qu'on voie à quel point il était proche. Ce n'était pas un refus, ce n'était pas un refus de voir les photos en nous les donnant. C'était simplement nous montrer que maintenant il avait passé, une étape de pardon, une étape, une étape de peur, une étape de pardon. Une étape qu'il pensait ne jamais traverser, il l'avait traversée avec nous. Il n'était plus triste. Il n'avait plus de remords d'avoir rien fait. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire clairement? C'est la question que j'avais envie de lui poser, mais que je me suis retenu de lui poser, en étouffant cette voix dans ma tête. Il regardait les photos, et avec son regard, contemplant la baie vitrée de sa chambre, en levant les yeux vers le ciel, et en levant la tête, en inclinant la tête vers le haut, je me suis rendu compte que ces photos étalées sur son lit, face à nous, n'étaient rien d'autre que le trait qu'il avait tiré sur le passé. Mathias était mort. Il ne pouvait pas le ramener. Et je me suis dit que la chose qui lui avait le plus servi à tirer un trait, c'était la bougie que je lui avais proposé d'allumer. Après ce soir-là chez lui, on est rentré. C'est même lui qui m'a demandé de rentrer à l'appartement. Pas parce qu'il ne supportait plus voir sa chambre, mais ses parents qui voulaient trop en savoir. Le pardon était enfin arrivé. Il avait enfin réussi à trouver une forme de rédemption, un endroit où il pouvait tirer un trait et rester avec les personnes qui connaissaient son secret, moi et Ethan, et qui avaient la capacité de lui dire les bonnes choses, ce qu'il voulait entendre, et de le serrer contre lui, et de le serrer contre nous ou contre lui, quand il en a envie, ou quand il en a besoin.